Nombreux d'entre vous ont dans leur entourage des amis, peut-être de la famille, qui ont été victimes d'accidents et qui sont devenus paralysés. Des gens qui, comme Christopher Reeves, sont passés en une fraction de seconde du modèle de super-héros à celui de personnes paralysées pour le reste de la vie. Et c'est cette condition qui m'a touché et qui m'a invité il y a maintenant 15 ans à aller à l'Université de Californie à Los Angeles pour essayer de développer avec la fondation Christopher Reeves des traitements pour les paraplégiques. Et à l'époque, j'étais vraiment intéressé par 5 cm de moelle épinière. Elle est située au niveau de la première vertèbre lombaire. C'est vraiment la région de la moelle épinière qui contient l'ensemble des cellules nerveuses nécessaires et suffisantes pour contrôler les muscles des jambes de sorte à marcher. Et bien sûr, après une lésion de la moelle épinière, le cerveau n'est plus connecté avec cette moelle épinière, et alors que ces circuits sont intacts, ils sont non fonctionnels. Alors, à l'époque, notre idée était finalement très simple. Fournir à cette moelle épinière les sources d'informations essentielles que donne le cerveau naturellement de sorte à marcher. C'est-à-dire créer une prothèse pour la moelle épinière, ce qu'on a appelé en fait une neuroprothèse. Alors comment on s'y est pris? Il y a 2 facteurs essentiels. Un, le développement d'une pharmacologie qui cible les récepteurs de la sérotonine. Vous connaissez tous les gens qui ont des dépressions, on leur donne aussi des agents pharmacologiques qui ciblent les récepteurs de la sérotonine pour changer l'humeur du cerveau. De la même manière, on essaie de changer l'humeur de la moelle épinière, qu'elle soit dans une humeur locomotrice. Et puis pour activer les circuits, on utilise de l'électricité. Là, vous devez imaginer un champ d'électrodes, comme une espèce de deuxième peau qui vient épouser la moelle épinière, des électrodes localisées d'une manière extrêmement précise, et puis des algorithmes qui vont reproduire la manière dont le cerveau active les cellules nerveuses durant la marche. Et là, ce qu'on observe, c'est un rat qui devait être complètement paralysé, se met à marcher. Dès qu'on éteint la stimulation, il devient paralysé, on rallume la stimulation et immédiatement, il se met à remarcher. Ce qui était complètement fascinant pour nous à l'époque, et en même temps extrêmement frustrant. Parce que cette marche est automatique, elle est involontaire. C'est vraiment en réponse au mouvement du tapis roulant que le rat est capable de marcher. Donc il fallait absolument établir les conditions telles que le rat puisse engager ses membres paralysés volontairement. Comment on s'y est pris? Alors on a construit un système robotique de suspension. Vous imaginez un énorme robot, 120 kg, qui soutient le rat, mais qui est transparent. Le rat ne le sent pas. Comme un parent, père, une mère soutiendrait son enfant pendant les premiers pas. De sorte que l'animal peut essayer tout son possible pour activer les membres paralysés. Et là, ce dont on s'aperçoit, c'est que chaque jour, l'animal progresse. Il fait 1 pas, 2 pas, et on voit vraiment même dans le visage de l'animal à quel point il met de l'intensité dans la réhabilitation. Et in fine, au bout de quelques mois, un rat qui devrait être complètement paralysé tient debout, et quand il le désire, se met à initier une marche pour courir vers un délicieux morceau de chocolat suisse qu'on met à l'extrémité de la piste de marche. Et c'est vraiment la toute première fois qu'on a observé, après une lésion paralysante, encore une fois, de la moelle épinière, la récupération d'un usage volontaire et adaptatif des membres paralysés, ce qui n'avait jamais monté auparavant. Bien sûr, la prochaine question est comment est-ce possible? Quels sont les mécanismes? Et là, ce dont on s'est aperçu était complètement inattendu. En fait, cet entraînement donc hautement actif, piloté par la volonté, avec cet état hautement fonctionnel des circuits sous la lésion, invite les nerfs à repousser, établir des nouvelles connexions qui vont en fait rétablir la communication entre le cerveau et la moelle épinière. Ce qui montre vraiment la capacité extraordinaire du cerveau à se réparer lui-même si on lui en donne les moyens. Alors bien sûr, maintenant vous vous demandez tous, mais quel est l'impact de ce type d'intervention pour des patients? Et là, c'est évident que le passage d'un modèle de rongeur à celui d'une thérapie pour les patients est extrêmement difficile. Il y a vraiment un fossé énorme entre l'environnement extrêmement sophistiqué de laboratoire, modèles animaux, et des thérapies pour des patients. La chance que j'ai eue, moi, c'est que ce rêve de faire marcher des gens paralysés a été un carburant, un moteur qui nous a permis de mettre en place un programme de recherche qu'on appelle translationnel sur 6 ans. On a développé de manière extrêmement méthodique et systématique tous les éléments essentiels pour réaliser cette translation vers la clinique.
ça signifie des stimulateurs de nouvelle génération qu'on a validés sur des primates paraplégiques, des systèmes de suspension robotique, comme vous l'avez vu sur les rongeurs, pour des patients mais à l'échelle humaine, sur une distance de 20 mètres. Et puis, aujourd'hui, il y a à Lausanne 5 participants qui ont été implantés chirurgicalement avec ce stimulateur, qui s'entraînent tous les jours avec le système de suspension et qui vraiment se battent au quotidien contre la paralysie, de sorte à démontrer que chez l'être humain aussi, le cerveau a cette capacité extraordinaire à se réparer lui-même quand on lui en donne les moyens. Et croyez-moi, pour moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans avec ce rêve de faire marcher des gens paralysés, ça semblait complètement impossible. Puis, au fur et à mesure du temps, c'est devenu improbable. Et au jour d'aujourd'hui, je me demande, est-ce un rêve ou une réalité ? Merci.